Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi, c'est LP. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 10 et on a choisi comme sujet le top 10 des jeux de société qui ont des applications compagnonnes. Ouais, dans le fond, là, on va parler. Tu sais, c'est un top qui n'a pas été si facile que ça à faire. On va vous présenter 10 jeux. Il n'y en a pas tant que ça qui existent. Fait qu'à la différence de d'habitude, on n'aura pas une liste de 10 jeux chacun. On va en présenter juste 10 au total. On va en présenter 5 chacun. Puis, dans le fond, il a été dans ce. On a comme pris deux critères, grosso modo. Fait que est-ce que l'application est pertinente à rajouter à l'expérience de jeu? Puis, est-ce que le jeu est bon, tout simplement? Fait que c'est une combinaison des deux. Puis, on va y aller dans ce qu'on considère être le moins bon jeu de la liste vers le meilleur. Ouais, puis on a des jeux que les applications sont optionnelles, fait que t'es pas obligé de jouer avec, mais ça va peut-être ajouter un petit plus, comme tu dis, à ton expérience de jeu. Alors qu'il y a quand même beaucoup de jeux sur la liste qui ont été conçus avec une application mobile. Que ce soit sur ton téléphone, sur une tablette, des fois aussi tu peux l'avoir sur ordinateur. Donc il y a des versions qu'on peut installer aussi pour jouer à ces jeux de société-là avec des supports mobiles. Ça permet d'explorer des choses différentes, d'avoir des expériences qui sont uniques ou originales, je pourrais dire. Ouais. Puis je sais que c'est un style de jeu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont rebutés un peu par ça. Parce que pour eux, le jeu de société, c'est justement un passe-temps pour passer du temps en dehors des écrans. Donc pour eux, de mettre une application, un téléphone ou une tablette dans un jeu de société, ben ça ne fit pas trop avec pourquoi ils jouent à des jeux de société. Mais pour moi, pour les expériences que j'ai eues, je trouve que c'est tout le temps des twists intéressantes que les compagnies réussissent à faire avec ces applications mobiles-là, puis ces supports technologiques-là, puis dans ce que ça vient apporter au jeu. Puis moi, si je peux ajouter, moi j'étais le premier à être très sceptique avant de commencer à jouer à des jeux de société qui ont des applications mobiles à l'intérieur. Puis c'est justement l'un des jeux qui est sur cette liste-là qui m'a convaincu que ça pouvait être... ça pouvait ajouter une expérience qu'on ne pourrait pas ajouter, qui serait impossible d'ajouter d'une autre façon que via une application. Puis chacun des jeux qu'on va présenter a une raison différente qui va justifier la présence de l'application à l'intérieur du jeu. Fait que je pourrais comprendre les gens qui sont sceptiques face à ça. Je l'étais moi-même beaucoup avec exactement les raisons que David vient d'énoncer. On joue assez à des jeux vidéo, les cellulaires, les téléphones, les iPads, tout ça. Mais chacun de ces jeux-là amène, selon moi, selon nous, une petite twist qui pourrait pas se remplacer par un deck de cartes événements. Ouais, puis quand j'ai commencé à expérimenter dans ce style de jeu avec des applications, on se disait au début, hey, c'est quand même fou ce qu'ils ont réussi à faire, puis c'est clair que plein de compagnies vont se lancer là-dedans, puis ils vont en avoir de plus en plus sur le marché, mais finalement, c'est pas devenu une marque de commerce très répandue dans le jeu de société. Là. Non, parce que j'assume que c'est un développement qui doit être très particulier, très engageant, très coûteux à faire, à développer une application fonctionnelle qui va accompagner un jeu de société. Ça implique aussi qu'il faut faire des mises à jour avec l'application. Souvent, on va rajouter du matériel dessus. Fait que souvent, ça va prendre une compagnie qui a quand même les reins assez solides pour pouvoir se permettre l'entretien de l'application aussi par la suite pour pas qu'elle soit désuète après quelques mois d'existence. Oui, puis l'entretien aussi des mises à jour des systèmes d'exploitation. Les nouveaux iPhones, les nouvelles tablettes qui sortent avec les nouvelles versions, il faut que ton application soit toujours compatible avec tout ça. Ouais. Fait que ça prend quand même un support et des techniciens informatiques qui sont associés à ça. Fait que c'est clair que ça demande plus de main-d'œuvre, plus de spécialité pour des compagnies. Fait que c'est pas toutes les compagnies qui ont décidé de se lancer là-dedans. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre petite introduction. On est prêt à se lancer dans notre top 10. Et je vais commencer avec un de mes jeux favoris, si c'est pas mon jeu favori quand j'ai fait mon top 100. On va y aller avec Clank comme numéro 10. Donc, Clank a une application mobile qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou sur votre tablette. L'application, elle est optionnelle, donc vous n'êtes pas obligé de jouer avec l'application pour une partie de Clank. Mais dans le fond, c'est une application qui va enrichir en quelque sorte votre expérience de jeu. Vous allez avoir comme des petites quêtes à accomplir, et si vous faites ces petites quêtes-là, il va se passer des petits événements.
vous avez aussi des événements comme qui arrivent, c'est comme le général un peu du donjon qui dans l'application, qui va vous envoyer des événements pour faire un petit côté d'imprévu dans le jeu. C'est assez sympathique, ça rajoute une petite trame sonore aussi. Ils ont développé aussi un mode solo avec cette application-là que tu peux jouer aussi. Donc ça fait une autre corde à l'arc de Clank, d'avoir ce mode solo-là avec l'application, puis d'avoir les petits événements aléatoires qui sont quand même une belle addition pour un jeu de la sorte, sans rendre le jeu plus complexe. Donc pour moi, c'est un beau petit bonus de voir un jeu que j'aimais déjà, avoir cette application qui est offerte là gratuitement et qui va ajouter de l'ambiance, qui va ajouter des événements et des belles surprises dans vos parties. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai mis Clank en numéro 10. Oui. Puis, à ta connaissance, est-ce que l'application de Clank, c'est juste pour le jeu de base ou elle existe pour la version Clank in Space ou la version Legacy? Je pense qu'ils l'ont fait pour Clank in Space. Je ne suis pas sûr, parce que j'ai pas Clank in Space, fait que j'ai pas vraiment checké. Mais je pense pas qu'ils ont fait un équivalent pour la Clank Legacy. Legacy. Vu qu'il y a déjà beaucoup d'événements et de trucs qui se passent. Je sais que notre ami Patrice nous en a parlé souvent, parce que ça lui a permis de jouer beaucoup de parties à Clank en mode solo. Fait que ça pourrait être intéressant, surtout par les temps qui courent. Fait que si vous possédez Clank, l'application est gratuite, on télécharge ça, puis ça permet de jouer en solo. Ouais. Donc, si je continue avec notre numéro 9, un petit jeu de Mandu Games, je crois. C'est un jeu qui s'appelle Rising 5, The Runes of Asteros. Dans le fond, ce jeu-là va se jouer. Il y a une version qui existe sans l'application qui est un One versus All, mais c'est une version qui est selon moi très très limitée puis pas très très bonne. La version de base du jeu, dans le fond, c'est un Mastermind coopératif pour ceux qui se rappellent du vieux jeu Mastermind où un des joueurs allait placer 5 petits pions de couleur, les cachait, puis l'autre joueur, à force de tentatives successives, tentait de trouver c'était quoi les 5 pions, dans quel ordre ils étaient. C'est un peu le même principe, fait qu'on va avoir dans le haut du plateau une espèce de petites séries de cristaux, de diamants à placer qui sont représentés par des jetons de couleur. Puis dans le jeu, chacun de ces jetons-là est associé avec un des esprits de la planète sur laquelle on se trouve. Il y a, je pense, 7 ou 8 esprits différents. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, on va aller prendre des actions pour faire des essais, faire des tentatives de deviner quelle couleur va à quelle place dans l'espèce de puzzle qui est dans le haut du plateau. Puis l'application, ce qu'elle vient faire là-dedans, c'est qu'elle va gérer le côté du maître du jeu, du mastermind. Fait qu'elle connaît la solution au puzzle. Puis c'est elle qui va nous dire à la mastermind quand on prend une photo, puis on prend littéralement une photo du plateau avec notre téléphone cellulaire ou avec notre tablette. Fait qu'on prend une photo du tableau. Puis là, il va nous dire, t'as deux des 4 bons esprits, mais ils sont pas nécessairement à bonne place, ou t'en as un qui est placé au bon endroit, un qui est placé pas au bon endroit, puis t'en as 2 qui sont pas là du tout. Puis après, il faut retourner prendre des séries d'actions sur le plateau pour remplir une espèce de petite jauge qui va nous permettre de prendre une autre photo. En même temps, de prendre des actions pour manipuler ces diamants-là, ces gems-là, pour pas que ça soit la même photo qu'on prenne, parce que sinon, ça donne rien. Fait que c'est un beau petit jeu qui va durer 20 à 30 minutes, peut-être. Une partie qui se joue jusqu'à 4 joueurs, qui est super accessible, qui est très familial, qui est super accessible pour une famille avec des enfants qui n'ont pas besoin d'être si vieux que ça pour être capable de jouer. Les actions sont simples, le système de combat qui est à l'intérieur. C'est un bon jeu accessible, puis l'application vient permettre la coopération à l'intérieur du jeu. Puis si on joue sans l'application, ça prend quelqu'un qui est le maître du mal, mais lui, tout ce qu'il fait, c'est placer des jetons en début de partie. Puis à chaque fois que les joueurs sont prêts à prendre une photo, il leur dit t'en as 2 à mauvaise place, une à bonne place. Ouais. Fait que lui, il fait rien de la partie. L'application vient prendre cette partie-là en charge. Fait que c'est une belle découverte avec un beau visuel que je souligne de Vincent Dutray, qui est un de mes artistes préférés. Fait qu'on voit d'ailleurs sur la photo que David a mise, le plateau est vraiment super beau. Fait qu'un petit jeu simple, accessible, pas très dispendieux. L'application fonctionne bien. Notre numéro 9, Rising 5. Cool. En position numéro 8, on est allé avec 2 jeux en fait qui sont issus du même système. Puis c'est encore une fois des jeux où l'application est optionnelle. Donc on parle du jeu Assaut sur l'Empire ou le jeu Descent qui est la version médiévale ou vice-versa, Imperial Assault est la version Star Wars de Descent. Bref, c'est le même système de jeu. C'est des jeux d'exploration de donjons. Donc, on va incarner l'Empire si on joue dans Star Wars, ou l'Empire et les rebelles. Puis dans l'autre, on va incarner le maître du donjon, puis les aventuriers. Puis dans le fond, c'est des jeux qui sont à la base tous contre un. Fait qu'il y a tout le temps un qui fait le maître de jeu, qui joue les méchants, et les autres joueurs qui jouent les héros, qui vont coopérer ensemble.
Et là, au fond, l'application, elle a transformé ces deux jeux-là en jeux coopératifs, en fait. Donc, l'application va prendre le rôle du méchant. Elle va nous dire comment les ennemis se déplacent, donc qu'est-ce qu'ils font dans leur tour, qu'est-ce qu'ils font comme attaque, qui attaque, etc. Donc, ça permet de jouer de façon coop à ces deux jeux-là. Par contre, pour avoir essayé les deux côtés, pour avoir essayé ces jeux-là en tous contre un et avoir essayé ces jeux-là avec l'application, ça paraît que l'application a été faite après le jeu. Ouais. Donc, on dirait que l'intelligence artificielle est peut-être pas au point, ou des fois, ils font un peu n'importe quoi, les méchants. Donc, le jeu, je trouve, avec l'application en mode coop, devient un peu plus facile que quand tu joues contre un vrai humain qui prend des vraies décisions. Parce que des fois, ouais, c'est pour ça qu'on l'a placé en 8e rang, puis pas un petit peu plus haut, parce que ça permet des expériences de jeu très agréables de pouvoir jouer dans l'univers de Star Wars ou de Descent de façon complètement coopérative. Mais comme David le dit, les deux gros problèmes avec l'application, comme c'est une application qui a été ajoutée sur les règles de base qui n'étaient pas essentielles à la base, il y a les comportements des méchants, c'est pas toujours les meilleures décisions qui seraient prises. Puis des fois, il y a des points flous au niveau de qu'est-ce qui doit se passer. Tel vilain est censé prendre telle action qui est affichée sur l'application, mais il peut pas la prendre dans les circonstances dans lesquelles il se trouve. Qu'est-ce qu'on fait à la place? L'information n'est pas nécessairement facile à trouver. Fait qu'il y a des petits bugs, mais on peut déjà annoncer qu'il y a une 3e édition de Descent qui est annoncée. Et là, l'application va être incorporée au jeu dès la sortie. elle va être probablement, je pense aussi. elle va être obligatoire pour jouer. Je ne sais pas exactement s'il va y avoir encore l'option One versus tous contre un ou si ça va être juste co-op, ça, on verra. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir updaté, mis à jour cette application-là pour qu'elle soit encore meilleure dans la prochaine édition de Descent, là, c'est certain. Il y a aussi le nombre de missions. Je pense que dans Star Wars, tu as 1 ou 2 campagnes, fait que tu n'as pas tant de rejouabilité que ça. Oui, tu peux refaire la même campagne, puis les missions ne sont pas nécessairement tout le temps pareilles, mais la trame de fond va être la même. Fait que tu as moins aussi de variété au niveau des missions puis des campagnes que tu peux faire versus si tu as le jeu physique. Évidemment que tu achètes toutes des extensions et tout ça, ne sont pas nécessairement toutes disponibles dans l'application. Ouais. C'est bon, donc continuons avec notre numéro 7. Notre numéro 7, c'est un petit jeu qui a été édité par Cranio Games, réédité par Asmodee il n'y a pas si longtemps. C'est un jeu qui s'appelle Tale of Pirates, ou une histoire de pirates en français. Celui-là, l'application, dans le fond, le jeu, rapidement, c'est un jeu coopératif en temps réel où on contrôle un équipage de pirates qui sont représentés par des sabliers. Fait qu'on a vu par la suite, il y a un jeu comme Kitchen Rush qui a fait un petit peu le même principe avec les sabliers qui représentent nos ouvriers. C'est un placement d'ouvriers. Fait que sur le bateau, qui est une grosse pièce 3D qu'on a au centre du plateau, il y a des trous un petit peu partout qui représentent les différents endroits où on peut aller placer nos ouvriers. Puis le concept est simple. Je vais placer mon pirate. Quand le sablier est vide, ben je peux. Il a terminé son action. Fait que je peux entreprendre l'action, tourner le bateau, charger les canons, tirer sur des bateaux adverses, etc. Puis je vais déplacer le sablier ailleurs sur le bateau pour qu'il fasse une autre action. Puis l'application, ce qu'elle vient faire, dans le fond, elle a une triple utilité, je dirais. C'est pas une application qui va prendre beaucoup de place là, à l'intérieur du jeu, mais c'est tout elle qui va s'occuper, de la mise en place du jeu, fait qu'elle va tout dire comment on va placer nos cartes. On peut aller cliquer sur les différentes cartes, les différentes composantes du jeu pour avoir toutes les règles qui viennent s'ajouter, parce que c'est un jeu de type campagne avec des parties de 20 à 30 minutes, puis à chaque partie, on rajoute des petites règles, puis c'est l'application qui va nous les présenter d'une partie à l'autre, fait que le jeu, il y a une prise en main qui est super facile à cause de ça. L'application va apporter une ambiance qui n'est pas un élément à sous-estimer à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que si on est dans une mission où on est en train de se sauver de navires espagnols qui tentent de nous couler, ben on va avoir une image de fond, on va voir notre bateau se sauver des galions espagnols. On va entendre les bruits de canon, les canons, les poulets qui tombent à l'eau autour de nous autres, notre perroquet qui crie au secours, etc. Et en plus, l'application va nous faire vivre des événements aléatoires, un peu comme si on avait un deck de cartes, qu'on pige des cartes événements de temps en temps, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont arriver, c'est l'application qui va nous dire. Fait que cette triple combinaison-là, dans l'application, ça vient créer un jeu qui n'aurait pas du tout la même ambiance, la même immersion thématique si on n'avait pas l'application. Fait que c'est vraiment le son et l'image qui vient s'ajouter, en plus des événements que l'application va nous faire vivre, qui vient ajouter 1 ou 2 points sur 10 à ce jeu-là pour en faire un excellent jeu, familial aussi, très simple, très facile, accessible. Les dernières parties sont relativement complexes, mais on a eu 1 ou 2 nouvelles règles par partie pendant 10 parties. Fait qu'on l'acquiert tranquillement. Fait que c'est vraiment un beau petit bijou de jeu,
une intégration non invasive, si on veut, d'application. Fait que si vous êtes des gens qui n'aimaient pas ça, un jeu qui se joue avec une application, lui, on part le jeu, puis l'application roule sur le côté pendant qu'on joue. On n'a pas besoin de la manipuler pendant qu'on joue. Donc, notre numéro 7, Tale of Pirates. C'est un beau jeu, puis c'est un jeu qui a passé un peu sous le radar, on dirait. Ouais. On n'a pas tant entendu parler que ça à sa sortie, puis même aujourd'hui, il a même été traduit en français dernièrement. Oui, puis il a été réédité, puis malgré la réédition, c'est jamais un jeu qu'on voit dans des conventions. Il n'y a pas eu de buzz autour de ce jeu-là. Il y a eu des bonnes critiques là, sur les critiques que j'ai lues. Il a été apprécié par ceux qui l'ont essayé. Moi, personnellement, toutes les personnes à qui je l'ai fait essayer ont beaucoup aimé ça. Mais pas été très connu, mais c'est un très très bon jeu. Oui, on est bien d'accord. Ouais. Pour notre numéro 6, c'est un jeu qui a passé par Kickstarter et qui était aussi très ambitieux. Et c'est un jeu qui mélange une application mobile dans un jeu d'enquête. Donc, il s'agit de Chronicles of Crime. Et quand ce jeu-là est arrivé sur Kickstarter, j'étais premièrement un des premiers sceptiques au système qu'il nous offrait. Un système où on allait interroger des gens ou scanner des codes QR pour interagir avec les personnages, scanner des objets, qu'on allait voir les scènes du crime en réalité virtuelle pour trouver des indices dedans. J'étais comme, c'est ben trop fou, qu'est-ce que ça offre? Ça marchera jamais. Et finalement, j'ai été chanceux parce que j'ai reçu le proto pour pouvoir l'essayer pendant la campagne Kickstarter. Et pour vrai, j'ai été vraiment charmé par le système de jeu. Donc, pour avoir l'environnement en 3D, en réalité virtuelle, on va avoir les espèces de lunettes comme ça qu'on va accrocher sur notre téléphone. Et après ça, quand on va être au début généralement de l'enquête, on va aller visiter la scène du crime justement. Et là, un des joueurs va mettre les lunettes devant lui et il va voir dans un environnement 3D la scène du crime et il va décrire aux autres joueurs qu'est-ce qu'il voit. Ah, je vois du sang, je vois une plaque de sang à terre, ou je vois qu'il y a un papier déchiré dans la poubelle. Bref, il va décrire les éléments qu'il voit. Puis les autres joueurs, dans le fond, vont sortir d'un deck de cartes toutes les cartes qui sont associées à ce que l'autre joueur nous décrit, pour qu'on puisse voir ensuite si ces éléments-là sont des éléments qui sont importants pour l'enquête ou pas. Fait que chaque carte qu'on va avoir va être munie d'un code QR. Et on peut ensuite scanner dans l'application les différents éléments. Et là, ils vont nous dire, est-ce qu'on garde cet élément-là, est-ce qu'il est important pour l'enquête, ou sinon, il n'est pas important pour l'enquête. Puis un des éléments qui est le fun dans le jeu, c'est qu'il y a du temps. Dans le sens que l'aventure ou l'enquête qu'on fait a un temps, et chaque action que tu fais dans l'application, chaque chose que tu scannes, va faire écouler du temps, 5 minutes. À chaque fois que tu changes de lieu, ça va être, je pense, c'est 20 minutes. 20 minutes. Tu as des événements qui vont arriver aussi à telle heure, ben là, le chef de police t'appelle, il te dit un autre indice, ou il arrive un événement, finalement, il y a une deuxième victime qui s'est fait tuer, on n'a pas été assez vite, fait que là, on va aller sur une deuxième scène de crime. Fait qu'il y a une espèce d'univers bâti autour de ça, puis ça fait vraiment que le jeu, il est comme dynamique, puis vivant, puis on dirait qu'on embarque vraiment dans l'histoire, puis dans l'enquête, fait que c'est vraiment quelque chose de très immersif. Fait que l'application a rendu ça possible, autant avec le fonctionnement qui est quand même très facile à prendre en main, le fait d'avoir l'environnement 3D qui est vraiment trippant. C'est sûr que le scannage de code QR, maintenant, ça fait un peu répétitif, mais outre ça, les autres éléments sont vraiment très très le fun. Puis je dirais c'est important de souligner aussi quand tu parles du temps, c'est pas juste pour le temps, c'est pas juste pour mesurer à quel point on a réussi à résoudre l'enquête rapidement pour scorer à la fin de partie. Il va venir influencer sur les actions qu'on peut prendre dans le jeu. C'est un exemple classique, si j'ai un client régulier d'un bar quelconque, puis je passe dans ce bar-là, puis il est 2h l'après-midi dans l'application, mais le client ne sera pas là à cet endroit-là. Il va falloir que je cherche pour trouver où il habite, si je veux l'interroger, etc. Alors que si je passe à 9h le soir, ben là, il va être là. Je vais pouvoir l'interroger. Fait qu'il vient vraiment influencer la dynamique de comment on va résoudre l'enquête. Fait que je vais prendre d'autres actions en attendant qu'il soit à 7h pour être capable de trouver le client, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, les personnages sont pas fixes à un endroit, ils ont une vie, puis ils vont changer d'une place à l'autre selon l'heure, puis selon les événements qui peuvent être arrivés. C'est vraiment très très bien fait. Puis il existe une couple d'extensions aussi, beaucoup de scénarios. Il y a le Standalone qui sort bientôt aussi, la nouvelle série Millennium. Oui, qu'on va pouvoir présenter bientôt sur la chaîne d'ailleurs. Parce qu'on va avoir la première boîte de 1408. Ouais, la boîte médiévale. Oui, que j'ai pu essayer. Donc, Chronicle of Crime qui serait notre numéro 6. Fait que moi, je vais continuer avec le numéro 5. Le numéro 5 qui est un jeu de Phalanx Games, si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui s'appelle U-Boot.
Et c'est probablement l'application la plus ambitieuse, ou une des plus ambitieuses que je connais pour un jeu de société. Je ne passerai pas en détail toutes les règles du jeu parce que c'est un jeu, si tu es sur Kickstarter, pas sur Kickstarter, mais sur Board Game Geek, on doit le voir quelque part à l'écran. Là, je ne vois pas bien dans mon écran, mais son niveau de complexité, là, la lourdeur du jeu, ça doit être très, très haut. 4.08 sur 5. Fait que ceux qui connaissent ça savent que c'est des jeux compliqués qui sont en haut de 4 sur 5 sur Board Game Geek en termes de poids, de lourdeur. Fait que U-Boat, dans le fond, c'est un jeu de simulation d'un équipage de sous-marins allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que en début de partie, on va choisir une mission, c'est sur l'application. Puis là, on va se faire dire, par exemple, il y a un convoi de transport qui passe à tel endroit dans l'océan. Vous allez avoir intercepté ce convoi-là, à couler les bateaux de marchandises principaux, puis après, aller faire d'autres trucs, etc. Les joueurs vont se séparer, les membres de l'équipage. Idéalement, on va jouer à 4. Les joueurs vont se séparer, les membres d'équipage. C'est un jeu qui est très asymétrique. Chacun va avoir un rôle différent à faire dans l'équipage. Puis le jeu est en temps réel. Puis quand je dis en temps réel, ils ont mis différents vecteurs de passation de temps à l'intérieur du jeu. Fait qu'il peut être littéralement en temps réel. On peut jouer, si on veut, à fermer une lumière dans le sol, puis se créer une ambiance sous-marin, puis dire on est à 14 heures de notre destination, fait qu'on va prendre 14 heures pour se rendre. On peut faire ça, littéralement. Puis là, on part les sonores, puis on part les radars, puis on est dans un sous-marin, fait qu'on voit rien de ce qui se passe. On entend juste le petit bruit classique de la vie de sous-marin qu'on entend dans tous les films. Puis là, de temps en temps, on peut avoir une alarme qui retentit, puis là, on va voir, puis là, on va lever le périscope, puis quand on lève le périscope, ben là, on prend l'application dans ses mains, puis là, on tourne comme ça, comme si on avait un périscope, puis on voit à la surface de l'eau qu'est-ce qu'il y a. C'est avec l'application qu'on va gérer aussi tout ce qui est radar. Puis tu sais, comme le jeu il est en temps réel, il essaie de recréer la tension puis la vie de sous-marin. Fait qu'il y a des expériences absolument extraordinaires. Puis les mécaniques de jeu sont extrêmement complexes, sont extrêmement lourdes, mais sont très, très réalistes. Tu sais, le gars qui va faire le navigateur, là, lui, il a une carte, il a un sextant, il a une boussole. Il y a littéralement un sextant là, avec l'espèce de rapporteur d'angle pour faire un X, une map en papier, puis là, essayer de calculer à quel degré il faut qu'on aille si on veut aller intercepter le bateau à la bonne place. Puis c'est sur une distance que ça va prendre 20 heures se rendre. Fait que s'il se trompe de 3 degrés, on l'a complètement manqué, puis on n'est même pas passé proche, puis t'as le milieu de l'océan. Fait que tu vois rien. Tu vois juste de l'eau partout quand tu sors ton périscope. Puis tu sais, aussi, par exemple, t'as pris un bateau en chasse où tu as réussi à arriver vraiment de façon perpendiculaire avec le bateau que tu vises. Puis là, tu lances une torpille pour le couler. Bien, on va tout faire les calculs, toute la gang ensemble, calculer à quel angle il faut qu'on envoie ça, selon la force des courants d'eau, selon la distance qu'on a, le degré de différence avec le vaisseau, etc. Puis quand la torpille part, là, tout le monde, on regarde le périscope, puis là, on la voit. La petite vague là, au-dessus de l'eau, puis tu vois la torpille qui lance, puis ça prend. C'est pas instantané comme dans la plupart des jeux de société. Ta voix partir, puis t'es là, ta voix passant entre les deux bateaux, t'es là, ah non. Puis là, l'alarme est donnée sur ces bateaux-là parce qu'ils ont vu la torpille passer, ils se mettent à nous tirer dessus. C'est une expérience de jeu vraiment extrêmement complexe, mais extrêmement satisfaisante. Puis ça fait un bout de temps, là, ça a été bloqué par la pandémie, mais on avait prévu essayer de se faire une fin de semaine pour jouer en temps réel, quitte à avoir d'autres jeux de société. Puis tu joues à The Crew entre ouais, c'est ça. Pendant qu'on roule, ben là, on fait d'autres choses. On s'occupe de nos affaires. On va faire un sandwich. On écoute de quoi. Puis là, il y a une alarme. On arrête tout. Puis on s'en va parce qu'il y a des bateaux qui arrivent. Fait que c'est vraiment une expérience extrêmement ambitieuse. Il n'est pas plus haut que ça parce qu'il est quand même très difficile à prendre en main. J'ai essayé d'en faire une vidéo à date. J'ai abandonné. Je vais probablement essayer éventuellement parce qu'il c'est un peu comme. En tout cas, il est extrêmement complexe. On va essayer de le présenter un moment donné sur la chaîne quand même. Mais si on cherche, tu sais, c'est plus une simulation qu'un jeu de société pratiquement. C'est ça qui fait qu'il est si complexe. Mais si on est intéressé par ce genre de choses-là, les wargames puis les gros jeux, U-Boat, ça peut être une expérience assez unique si on réussit à mettre la main là-dessus. Fait que c'est notre numéro 5. C'est assez fou pareil comme expérience, cette affaire-là. Ah oui, il a sorti le périscope et tiré une torpille, là. C'est tellement stressant. Là. Pour notre numéro 4, je reste un peu dans la même thématique que le dernier que j'ai présenté tout à l'heure. Mais là, on a poussé un peu ça à l'extrême d'utiliser la technologie en fait dans un jeu d'enquête. Et c'est le jeu Détective, un jeu d'enquête moderne. Donc, de Ignacy Trzewiczek, qui est très, très complexe aussi comme jeu. Ben,
les mécaniques de base sont simples, c'est une enquête qui est complexe en fait. C'est pas une enquête qui se résout en 1 heure, là. C'est une enquête qui est comme une campagne de 5 scénarios de comme 3 heures, là. Fait que c'est quand même beaucoup de lecture. Puis dans le fond, comment ce jeu-là a réussi à implémenter la technologie, c'est qu'ils ont créé dans le jeu, pour le jeu en fait, une base de données sur Internet. Parce qu'on travaille pour une agence de détectives qui est Antares. Et ils ont créé la base de données Antares. Donc, tu vas avoir comme des profils des gens que tu vas devoir enquêter dans ton enquête, les témoins, les gens que tu vas aller questionner. Donc, tu vas avoir leur profil, puis tu vas trouver des cartes d'indices, tu vas avoir des pistes. Tu vas choisir les pistes que tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux plus aller essayer d'interroger quelqu'un, ou tu te dis, ah, lui, d'après moi, il n'est pas tant important, fait qu'on va aller ailleurs pour essayer de trouver ce qui s'est passé dans le passé à cet endroit-là. Fait que c'est quand même toi qui prends beaucoup de décisions à l'intérieur du jeu. Mais évidemment, la technologie est omniprésente dans ce jeu-là parce que faut que tu aies un ordinateur portable à côté de toi quand tu joues pour avoir accès à la base de données. Tu as des codes à rentrer, des fois, des choses que tu trouves dans la base de données pour débarrer d'autres informations qui étaient comme codées ou cachées. C'est assez fou comme principe. Puis c'est un jeu qui a été conçu pour que tu puisses utiliser Internet pour t'aider. C'est-à-dire que le jeu va faire référence à des événements historiques réels que tu peux googler pour aller voir, OK, c'est quoi cet événement-là qui s'est passé pendant la guerre? C'est quoi cette bataille-là? OK, c'était à telle place, il y a eu telle affaire, tel événement qui s'est passé. Puis là, il y a des liens qui sont dans l'histoire qui sont faits à partir de cet événement-là qui est réel, que tu es allé lire sur Wikipédia ou sur un site d'histoire. Donc, tu as accès à Internet. Il y a des places qu'il faut que tu utilises Google Maps parce que tu vas avoir des parties d'une ville qui existent pour vrai. Fait que tu vas aller sur Google Maps pour voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intersection de ces deux rues-là, qu'est-ce qu'il y a de proche, tout ça. C'est complètement fou comme principe. Mais c'est vraiment un jeu qui te fait sortir de la boîte, qui te fait sortir de ta zone de confort. Mais d'avoir réussi à intégrer la technologie aussi présente qu'Internet at large dans un jeu, c'est vraiment très ambitieux et ça marche vraiment bien. Par contre, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement. C'est un jeu, comme j'ai dit, c'est des enquêtes de des parties de 3 heures qui ont énormément d'informations. Puis chaque partie se suit pour faire une longue histoire à la fin qu'on finit par essayer de trouver ce mystère-là et d'élucider l'espèce de meurtrier derrière tout ça. Mais c'est le genre de jeu qu'il faut prendre des notes pendant qu'on joue. Parce qu'il y a tellement de noms, de lieux, d'événements, de personnes que là on fait des liens. Tu sais, c'est un genre de jeu. T'as comme un tableau blanc, là, puis tu mets des noms, là, puis tu fais des flèches, là. Ben, tu fais ça dans le jeu, là. Fait que si tu fais pas ça, tu vas être perdu parce qu'il y a juste trop d'informations nouvelles à chaque partie. Mais c'est vraiment le fun. L'histoire, elle est très bien écrite aussi. Puis le fait qu'il ait mis des événements réels à l'intérieur de ça, puis c'est vraiment... Si vous êtes des fans d'histoire... Ben, c'est probablement le jeu qui va essayer ou qui peut réussir d'une certaine façon le mieux à représenter ce à quoi ça peut ressembler une vraie enquête. T'sais, parce qu'il y a des jeux comme Chronicle of Crimes ou l'autre que j'aime bien, qui n'a pas d'application, le Detective City of Angels. Rapidement, tu as une idée de qu'est-ce qui s'est passé, qui a commis de crime, pourquoi. Il faut l'après, il va te rester à trouver quelques preuves, mais généralement, Chronicle of Crimes, ça prend quoi, 1 heure et demie, une partie. T'sais, celui-là, il a l'ambition de... Non, tu vas prendre des notes, tu vas avoir des fausses pistes, tu vas trouver de l'information que tu penses qui est importante, qui ne l'est pas du tout. Puis, ou le contraire aussi. Ouais, c'est ça. Trouver une information, c'est comme, OK, ça ne sert à rien. Puis finalement, 2 games plus tard, c'est comme, ah ouais, c'est vrai, on avait trouvé cette information-là. Puis là, si je mets ça avec ce que je viens de trouver là, ça fait du sens. Puis ça me donne une piste. C'est vraiment un excellent jeu. Puis si vous aimez les styles jeux d'enquête, c'est vraiment un incontournable. Il est disponible en français, puis je vous suggère fortement en français parce qu'il y a énormément de lecture. C'est quand même des textes assez lourds et tout ça. Donc, Détective, un jeu d'enquête moderne, notre numéro 4. Si je continue avec le numéro 3, on revient un peu dans une variante des explorateurs de donjons. On n'explore pas nécessairement des donjons, mais on explore dans ces jeux-là. Puis c'est, dans le fond, l'évolution de notre numéro 8. Fait qu'on va nommer les 2 jeux encore de FFG, Mansion of Madness puis Lord of the Rings, Quest for Middle-earth. C'est bien ça? Journey to Middle-earth. Voyage en terre du milieu.
Les deux jeux existent en français, là, les Demeures de l'épouvante, puis comme David vient de dire, les Voyages en Terre du Milieu. Les deux ont des petites variantes. Là. L'application ne fonctionne pas exactement de la même façon. Puis, dans les règles, il y a également des petites variantes. Mais grosso modo, moi, je vais parler de Demeures de l'épouvante, c'est celui que je connais le plus. David va pouvoir acheter des détails sur Le Seigneur des Anneaux par la suite. Mais dans les Demeures de l'épouvante, on va choisir ses héros, on va avoir de l'équipement de départ. C'est l'application qui va nous dire d'ailleurs comment placer les tuiles de départ. Il va y avoir une narration au début que l'application va nous faire, une narration auditive qui va nous aider à commencer l'immersion thématique dans le jeu. Les Demeures de l'épouvante, ça se passe dans l'univers Cthulhu-esque de Lovecraft, donc la thématique est très importante. Puis ensuite, on va explorer cette demeure-là, puis en tentant d'élucider un mystère quelconque. Il y a peut-être quelqu'un qui a disparu, il y a peut-être des cultistes qui veulent faire un rituel, des monstres qui font telle affaire, il y a un fou qui est en train de faire on ne sait quoi à l'intérieur de cette demeure-là sous les ordres de Cthulhu, des trucs comme ça. Puis là, on va se promener, puis c'est l'application qui va gérer tout ce qu'on a à découvrir. Fait que c'est un jeu d'exploration de donjon qu'on va commencer sur une tuile, puis si on ouvre une porte à telle place, ben là, c'est l'application qui va nous dire va chercher telle tuile, rajoute ça à tel endroit. Si je vois qu'il y a une bibliothèque dans le fond de la pièce où je trouve, ben je vais avoir un jeton, un indice peut-être à aller placer là, je vais pouvoir aller lire ce jeton-là. Puis quand je vais le lire, ils vont me dire tu sais, fais un test de tel truc, puis tu vas trouver telle chose dans la bibliothèque, tu vas chercher tel objet, le Necronomicon, ça, tu viens de mettre la main là-dessus, des trucs comme ça. Puis l'application est très interactive. Le meilleur exemple que je peux donner pour Mansion of Madness, c'est les combats. Si j'attaque un monstre, peut-être que j'ai un espèce de bâton que j'ai trouvé précédemment, fait que je pense que je vais me servir de ma force pour attaquer le monstre, fait que je clique pour dire je l'attaque avec mon bâton, puis là il va avoir une narration qui va commencer, il va me dire là tu prends un élan avec ton bâton, mais tu t'accroches les pieds dans le tapis, puis là tu tombes, puis le monstre te saute dessus, fais un test d'agilité. Je ne l'avais pas vu venir, le fait que c'était ce type de test-là, ou peut-être que je me rends compte qu'il y a une étagère derrière le monstre, fait que j'essaie plutôt un test d'intelligence pour frapper l'étagère pour qu'elle tombe sur le monstre, des trucs comme ça. Fait que tu n'es jamais sûr du test que tu vas faire, tu n'es jamais sûr de ce qui t'attend exactement, malgré l'équipement que tu as, malgré la narrative qui se passe jusqu'à maintenant. Il y a toujours de l'imprévu, puis l'application le gère très bien. C'est elle qui gère l'exploration. Puis dans les gros jeux de type Dungeon Crawl, d'exploration de donjons, c'est le fun d'avoir une application qui en gère une partie pour toi. Fait que c'est elle qui te dit où faire apparaître les monstres. C'est elle qui va contrôler les statistiques des monstres. T'as pas de jeton de points de vie à avoir à compter. Ce monstre-là, il a perdu 4 points de vie. Je clique 4 fois sur le moins à côté du monstre dans l'application, puis il me fait tout le décompte de ça. Mes jets, c'est intéressant parce qu'il ne m'annonce pas toujours quelle est la difficulté de mon jet. Il va dire fais un test de force. Je fais mon test de force parfait. Tu as eu combien de succès? 2. J'écris que j'ai eu 2 succès, puis il va ajuster la narrative de ce qui va se passer en fonction du nombre de succès que j'ai eu. C'est pas nécessairement un échec total, c'est pas nécessairement un succès absolu non plus. Fait que l'application vient ajouter beaucoup de mouvance dans la narration puis dans les mécaniques du jeu, beaucoup d'imprévus. Puis ça fait vraiment une expérience de jeu assez solide, merci. Le plus gros défaut que les Demeures de l'épouvante vont avoir probablement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios dans la boîte de base. Il y en a 3 ou 4, je pense. Puis en les rejoignant, comme c'est une application, ça ne sera pas toujours exactement les mêmes choses dans le même ordre, mais le cœur d'un scénario, c'est quand même, il y a tel professeur qui a disparu, il faut le retrouver dans la maison, puis on se rend compte qu'il est fou, qu'il est en train de faire un rituel, il faut bloquer son rituel. Ça va toujours être la même chose. Le manoir, les pièces ne seront pas toujours dans le même ordre, les monstres apparaîtront pas toujours dans le même ordre, mais sinon, c'est la même chose. Puis l'application est bien faite aussi parce que une fois quand on achète des extensions, on les ajoute à l'application. Descent puis Star Wars faisaient un peu la même chose. Puis il va y avoir plus de variété même dans les scénarios de base parce qu'on a plus de stock. Il va savoir que j'ai telle extension, donc j'ai tel monstre. Fait que quand il fait apparaître des monstres, ça se peut qu'il me demande d'aller chercher des monstres de l'extension ou des équipements, des trucs comme ça. Fait que pour Mansion of Madness, là, c'est vraiment une très belle implémentation pour une application. Oui, puis c'est un peu le même principe dans Lord of the Rings. La différence, c'est que au lieu d'être des lancers de dés, c'est des cartes que tu flippes de ton deck pour savoir le nombre de succès que tu fais. Mais c'est le même principe que souvent, tu ne sais pas nécessairement combien de succès ça prend. Donc, est-ce que tu juges que ce test-là est assez important pour que tu utilises certaines de tes ressources et tes habilités pour avoir plus de succès? Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Au début, j'aimais pas ce côté-là, mais plus j'y jouais, plus je faisais comme... Ah ben, c'est quand même normal qu'il y ait tout le temps un risque ou ça te laisse juger. Pour toi, est-ce que c'est un moment important dans la game ou ça ne l'est pas? Fait que ça, c'est intéressant. Puis tu connais pas non plus toutes les statistiques des monstres. Puis ça, on n'est pas habitué à ça dans les jeux. Souvent, on joue un jeu, ok, je sais que ce monstre-là va rouler 2D quand il m'attaque. Mais dans le jeu-là, c'est comme, ok, ben tu te bats contre un orc élite. Ok. Il attaque de combien, lui? De 3, 4, 5 dégâts? Je sais pas.
Tu vas le C'est savoir ça. quand il va t'attaquer. Puis quand Euh, ils s'activent, ils vont te dire OK, là, fais un test d'agilité parce que là, tu essaies d'éviter son coup, fais un test de force parce que tu essaies de le ouais. bloquer, t'es pas Tu certain de sais ce qui jamais va de se quoi tu te passer. défends non plus. Exactement. Fait que c'est Fait que vraiment un système très le fun, puis c'est un système qui va te surprendre justement. C'est un jeu qui est plein de surprises, puis que l'application gère ça de façon excellente. ouais. Fait que c'est notre numéro 3, Mansion of Madness et Seigneur des Anneaux, qui sont faits sur le même système, là, c'est pour ça qu'on Ouais. les a mis ensemble. Puis comme je disais tantôt, dans le fond, c'est des successeurs des systèmes qui avaient été d'abord essayés sur Star Wars et Descent, mais qui ont été améliorés. Ces deux-là, contrairement à Star Wars et Descent, ne se jouent pas sans l'application. On a besoin de l'application pour jouer. Mansion of Madness, c'est d'ailleurs une deuxième édition. Il y avait eu une première édition qui était One vs. All, mais ils n'ont pas juste intégré une app, ils ont vraiment redesigné le jeu au complet avec une app. Ouais. Pour notre numéro 2, c'est une sorte de jeu qui est très à la mode ces temps-ci. Ce sont les jeux d'évasion, donc les jeux société basés sur les escape rooms. Et celui, selon nous, qui utilise le mieux une application compagnonne, c'est évidemment Unlock. Donc toute la On série. pourrait dire que c'est Unlock. déjà un classique. Je pense que oui. Puis 2017, le jeu a à peine 3 ans. Puis il y a probablement autour d'une dizaine de boîtes de sortie. Là. Puis à chaque boîte, moi je les ai toutes faites, là, les boîtes. Là. À chaque fois qu'il y a une nouvelle boîte qui sort, je me dis, un moment donné, là, ça va revenir au même. Là. Ouais. Puis finalement, j'ajoute, puis c'est comme, hey, c'est fou la twist qu'ils ont fait dans ce scénario-là, ou c'est fou comment ils nous ont fait utiliser l'application dans ce scénario-là, ou comment notre iPad a dû servir d'une façon qu'on s'en attendait pas. Donc, ils réussissent toujours à me surprendre à chaque fois. Puis c'est un jeu, dans le fond, qu'on a des cartes qui sont numérotées, qui ont différents éléments. Puis on va dans l'application partir le scénario qu'on va commencer. Puis ensuite, on va devoir sortir du lieu où on est enfermé, généralement. Mais il n'y a pas une salle. Là. Souvent, ça va être plusieurs salles, comme un genre de scénario. Puis les numéros, souvent, vont se combiner ensemble. Il y a des objets bleus, des objets rouges que tu peux combiner pour faire des objets combinés puis qui vont te servir à résoudre des énigmes dans les différentes salles pour débarrer des choses ou pour avancer, aller trouver une nouvelle salle. Fait que tu vas rentrer ça dans l'application. En fait, tu vas additionner les numéros des cartes puis tu vas aller voir s'il y a une carte qui a la somme des deux. Puis après, ça va dire de défausser telle carte et tout ça. Dans l'application, on va rentrer des codes, donc sur des cadenas, des portes. On va avoir des codes avec des numéros à rentrer, tout ça. Tu as des éléments qui sont cachés sur les cartes. Là. Des fois, tu as des numéros qui sont écrits cachés tout petits ou qui sont comme dans le background un peu vraiment subtil. Fait que si tu trouves un numéro secret, tu peux aller chercher la carte que ce numéro-là. C'est quelque chose que tu as trouvé. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il nous faut faire avec l'application. Elle est obligatoire pour ce jeu-là. Donc, l'application vient ajouter beaucoup de tension, de variété, puis de thèmes, d'immersion thématique à chaque scénario. Tu peux avoir des scénarios, ça va être important de jouer avec le volume de l'application. Tu peux avoir un scénario où dans le milieu du scénario, mettons, tu es dans une pièce, puis là, la radio s'allume, puis il y a quelque chose qui joue, puis ce que tu entends, ça va être un indice pour quelque chose qu'il va avoir plus tard. Ou des fois, tu peux questionner quelqu'un puis tu vas entendre ce qu'il te dit ou une chanson qu'il te joue. Il peut avoir des indices par rapport à des notes de musique, des instruments qui sont joués, quelque chose qui est répété par un perroquet. Il peut avoir vraiment n'importe quoi. Puis l'application ne t'avertit pas nécessairement d'avance. Fait que là, d'un coup, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Puis là, il y a tout qui se passe. Mais fait que l'application est très bien intégrée à chacun des scénarios. Puis des fois, il y a des choses, tu fais comme... Ils veulent que je fasse ça avec mon téléphone, puis là, t'es comme, c'est vraiment niaiseux. Ben, essaye-les, même si ça a l'air loufoque, même si ça a l'air d'être n'importe quoi, essaye-les, puis tu vas te faire surprendre par Unlock. Donc, vraiment, une belle intégration des applications, puis de tout l'outil technologique qui est un téléphone cellulaire ou une tablette. Là, ils vont vraiment utiliser autant l'appareil photo que tout le sonore, le son. Donc, le microphone aussi peut être utilisé dans certains indices. Donc, tous les supports technologiques autour de ton téléphone vont pouvoir servir à un moment donné dans une énigme. C'est vraiment capoté. Si vous n'avez jamais essayé une boîte d'Unlock, allez acheter ça, empruntez ça à un ami ou allez louer ça à une place qui loue des jeux. Parce que c'est des jeux que rien n'est destructible. Donc, une fois que tu as joué un scénario, tu peux le prêter à ton ami. Puis il peut le faire. Puis dans chaque boîte, il y a 3 scénarios qui ont 3 difficultés. Là, un facile, un moyen, un difficile. Donc, tu en as vraiment pour tous les goûts. Et là, il vient de sortir son premier spin-off qui est
Unlock Star Wars. Donc, ils vont commencer à faire des boîtes d'Unlock dans l'univers de Star Wars. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va arriver aussi dans d'autres univers connus à un moment donné. Donc, c'est vraiment une marque de jeu qui est en pleine expansion. Et elle mérite entièrement son succès. Je suis vraiment un grand fan des Unlock. Et si vous avez un jeu à essayer avec une application, ben, je pense que ça vaut la peine d'essayer un Unlock au moins une fois. Oui, tout à fait d'accord. Fait que, on termine déjà ça avec notre numéro 1, qui est pour moi, David pourra confirmer si c'est un petit peu la même chose pour lui, mais pour moi, c'est le jeu dont je parlais tout à l'heure qui m'a fait apprécier l'intégration des applications dans les jeux de société. C'était le jeu duquel j'étais le plus sceptique avant de jouer pour la première fois, puis j'ai eu un véritable coup de cœur. La première fois que j'ai joué, c'est XCOM The Board Game, qui est disponible, je crois, maintenant en français depuis ce temps-là. Il doit être un petit peu plus difficile à trouver aujourd'hui. 2015, il y a 5 ans. Il n'y a pas tant, il y a déjà 5 ans. Puis, lui, dans le fond, l'application fait 2 choses très, très bien. Premièrement, elle te montre comment jouer au jeu. Parce que ça, encore aujourd'hui, c'est du jamais vu. Il n'y a pas de livre de règles dans ce jeu-là. Tu as un tutoriel à faire. Il y a une petite feuille qui te dit comment faire la mise en place de ta première partie et tu dois jouer une partie tutoriel pour apprendre à jouer. Fait que la partie tutoriel est quand même une bonne heure et quart en plus. C'est assez longue. Mais tu as une expérience de jeu complète. Puis après, tu as une version électronique du livre de règles en ligne. Ben, c'est pas tout à fait un livre de règles, mais si tu as une question sur un point de règle particulier, tu ouvres le menu, puis là, tu dis déplacement de héros, l'attaque avec les avions, comment ça fonctionne. Fait que l'application, le jeu lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est inspiré du jeu vidéo XCOM. C'est inspiré du jeu vidéo le plus récent, celui qui était sorti, je crois, en 2012 sur PS3 et Xbox 360 ou quelque chose comme ça. En tout cas, bref, sur les anciennes générations de consoles. Puis, c'est un jeu qui est en 2 parties, le jeu vidéo. Il y a une partie comme tactique où on va contrôler des soldats qui éliminent des aliens, puis il y a une partie gestion globale d'une base où on va développer des nouvelles technologies, envoyer des soldats un peu partout dans le monde, investir notre argent, gérer des satellites, etc. Puis le jeu de société, il reprend cette partie-là du jeu, la gestion géo de notre base XCOM, puis de notre combat contre des envahisseurs extraterrestres. Ce que l'application fait, c'est que d'abord, elle va demander de séparer les 4 rôles qui sont dans le jeu parmi les joueurs, puis les 4 rôles doivent toujours être séparés. Fait que son plus gros défaut, c'est qu'il faut jouer à 4. Si on joue à 3, c'est encore possible. Si un joueur qui est expérimenté, il va prendre 2 des rôles, puis à 2, ça commence à être pesant de jouer, mais l'application tient compte du fait si on est 1, 2, 3, 4. Donne plus de temps des fois pour prendre des décisions. Oui, exactement. Puis le jeu se joue vraiment en 2 phases. Il y a une phase qui est chronométrée, fait qu'il y a un joueur, celui qui s'occupe des communications, lui contrôle la tablette. Puis la tablette va lui dire, dans des phases de temps réel qui sont très courtes, là, 5 à 20 secondes, il va demander au joueur de prendre plein de décisions de façon successive. Fait que là, c'est des extraterrestres qui attaquent la Terre. Fait que le gars qui a la tablette, quand il va partir un tour de jeu, ça va dire, OK, il y a 4 vaisseaux aliens qui se posent en Afrique. Fait que là, on met 4 vaisseaux aliens en Afrique. Là, je clique sur OK. Il dit, OK, là, le gars qui s'occupe des soldats, il va décider il y a combien de soldats qui se déploient pour telle mission. Fait que là, il y a 10 secondes pour choisir telle mission. J'envoie-tu un gars, 2 gars? J'envoie-tu mon sniper, mon grenadier, mon commando, etc. Là, après, il va dire, OK, le gars qui s'occupe des recherches, il y a 10 secondes, lui, il y a une main de carte de recherche, des nouvelles technologies qu'il peut développer. Il y a 10 secondes pour en choisir une, puis décider il y en va combien de scientifiques là-dedans. Puis toute la phase, c'est toutes des décisions rapides comme ça. On envoie combien de satellites en orbite, on envoie combien d'avions sur tous les continents du monde qui sont attaqués par différents vaisseaux extraterrestres. Le gars qui contrôle les soldats, il envoie combien de soldats sur toutes les différentes missions, combien de soldats pour protéger la base. Le scientifique, il va avoir 3 technologies à essayer de développer. Il consacre combien de scientifiques à chacune des catégories. Il y a des crises qui vont exploser à tous les tours. Fait qu'il y a un joueur il va avoir pige 2 cartes crises, tu as 5 secondes pour choisir laquelle des 2 tu mets en jeu, puis l'autre t'as défausse. Puis il va faire ça 3, 4, 5 fois sur un tour de jeu extrêmement éreintant qui va durer à peu près 3, peut-être 4 minutes. Quand ce 4 minutes-là est fini, après, on va faire des jets pour tous les endroits où on a déployé des jetons sur le plateau. Fait que si j'ai envoyé 3 vaisseaux à telle place, mais là, ça va être le temps de faire les jets pour voir si c'est les vaisseaux qui l'emportent ou non. Puis la grosse twist du jeu, une des grosses twists du jeu, c'est qu'il y a un des gars que sa job, c'est de gérer le budget. Fait que lui, il va compter il y a combien de jetons qui se déploient partout. Il dit, OK, toi, t'as mis 2 savants, OK, 2 pièces, toi, t'as mis 3 avions, OK, 3 pièces, ainsi de suite. Puis à un moment donné, il va dire, OK, non, on n'a plus d'argent. Là. Non, je vais envoyer 2 gars à telle place. Non, tu peux pas. On n'a plus d'argent. T'envoies pas 2 gars à telle place. Puis si on réussit pas à communiquer assez bien, mais ça se peut qu'ils les envoient pareil. Fait que là, on va commencer
commencer à accumuler des dettes, ça va faire augmenter le niveau de panique dans certaines zones, il y a des endroits qui vont définancer. Puis à la fin de chaque tour de jeu, on va rentrer le statut de notre carte du monde dans l'application. Fait qu'on va dire, OK, il reste tant de vaisseaux extraterrestres à telle place, tant de vaisseaux extraterrestres à telle place, la base a mangé tant de points de dégâts, il reste tant de vaisseaux en orbite, etc. Puis l'application va s'ajuster d'un tour à l'autre. Puis c'est ça qui fait qu'elle est merveilleuse. Fait qu'il peut y avoir des trucs, si on laisse par exemple trop de vaisseaux extraterrestres en orbite, ben, nos satellites vont être moins efficaces. Fait qu'il peut y avoir autour de jeu 3, pendant la phase en temps réel où on va déployer les ennemis selon ce que l'application nous dit, puis nous dire il y a 3 vaisseaux qui apparaissent en Afrique, fait qu'on va mettre 3 vaisseaux en Afrique, il y a 2 vaisseaux qui apparaissent en Amérique du Nord, je vais mettre 2 vaisseaux en Amérique du Nord. Puis là, quand je vais dire au commandant des pilotes, OK, tu déploies combien d'avions partout, ben il va en mettre plein en Afrique, plein en Amérique du Nord. Puis là, plus tard, dans la phase de résolution de D, on réalise que les vaisseaux, ils sont même pas là, fait que nos avions sont pas au bon endroit. C'est l'Europe puis l'Australie qui est en train de se faire bombarder par des aliens, fait que l'application a géré ça. Puis l'intégration qui en est faite dans la partie, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. On peut pas jouer sans l'application du tout, même pas proche. Mais sinon, là, la combinaison, l'autre jeu qui me fait le plus penser à ça, c'est pas du tout le même genre de jeu, mais c'est un petit peu comme Projet Elite. Il y a une phase qui est en temps réel, qui est extrêmement stressante, puis après, il y a une phase qui est plus de l'entretien puis de la maintenance. Où on va résoudre ce qu'on a placé. Là. Dans ma phase en temps réel, je vais placer, je vais dire, plus tard, je vais faire 2 jets de dés là, 3 jets de dés là, 2 jets de dés à tel endroit, puis je gère mes ressources comme ça. Puis après, dans la phase de maintenance, ça, c'est le temps, c'est plus relax. On a le temps de faire notre phase de jet de dés. Puis les parties sont assez longues, mais ils n'ont pas beaucoup de tours de jeu. Généralement, c'est 3 ou 4 tours de jeu avant de remporter une partie ou de la perdre, généralement. Ça, on va quand même parler d'un jeu d'une heure et demie, 2 heures. Mais l'intégration de l'application dans ce jeu-là, c'est vraiment, vraiment excellent. C'est malheureux que ça puisse pas moins bien jouer en solo ou à 2 joueurs, mais à 4 joueurs, là, c'est vraiment une expérience de jeu extraordinaire. Ouais, puis je pense que c'est le premier jeu avec application que j'ai joué. Ouais. Puis encore à ce jour, je pense aussi que c'est le meilleur. Ben, l'application a fait tellement une bonne job à l'intérieur, le gars, puis elle l'aide à comprendre le jeu, elle l'aide à maîtriser le jeu, elle l'aide à mettre de l'ambiance dans le jeu, une petite musique stressante. Oui, puis cette thématique avec le rôle du gars qui a contrôle, c'est le gars qui s'occupe des coms, de la communication. Fait que c'est comme si c'était lui qui avait son radar, puis il voit les vaisseaux aliens sont déployés où, puis comment nous, on va contrecarrer ça avec nos unités de contre-mesure, puis tout ça. Fait que c'est vraiment une super, super bonne application. Et puis FFG sont, semble-t-il, très, très bons pour développer des bonnes applications. C'est nos numéros 1, 3 et 8. Ouais, ils ont clairement une division, eux autres, un petit studio qui travaille juste pour eux autres. Là. Puis mine de rien, ce que j'aime, c'est comme c'est une grosse compagnie bien établie, probablement que c'est cette application-là. S'ils ne sortent pas une nouvelle édition d'XCOM, c'est une application qui va être disponible encore très longtemps. Là. Fait qu'on devrait pouvoir, ça fait déjà 5 ans qu'il est sorti, elle marche encore super bien. Puis ça devrait être disponible encore un bon bout de temps. Là. Fait que si on cherche vraiment une expérience, un jeu de pas tout à fait un Tower Defense, mais presque, d'une certaine façon, avec gestion de ressources tactiques en temps réel, beaucoup de stress, beaucoup de dice chucking, là, de brassage de dés aussi. C'est vraiment un excellent, excellent choix. Ouais, c'est un peu comme Projet Elite, c'est stéroïde, mettons. Ouais. En quelque sorte. En plus complexe, là, mais bon. C'est plus compliqué au niveau des règles. Il y a plus de règles à gérer. Puis aussi, mine de rien, c'est un des premiers jeux aussi asymétriques que ça dans les jeux coopératifs que je connais parce que les joueurs, ils ont vraiment des rôles extrêmement différents les uns des autres. Ils font pas du tout la même chose. Non, ça. Ils n'ont pas du tout la même chose. Puis tu ne vas pas placer... Si tu montres le jeu à quelqu'un, tu vas pouvoir choisir tes tâches en fonction du niveau d'expérience du jeu. Là. Tu sais, le scientifique, par exemple, c'est très difficile à le faire si tu n'as jamais joué parce que tu as un gros deck de cartes de technologie. Puis tu n'as pas beaucoup de temps pour lire tes cartes. Ouais, si tu ne connais pas trop... C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est notre numéro 1 XCOM de Fantasy Flight Games. Un jeu d'Eric Lang. Ah, Eric Lang. Oui. Il nous surprendra tout le temps. Pré-Blood Rage, je crois. Ouais, avant. Blood Rage est sorti aussi en 2015, je pense, la campagne Kickstarter. Ouais. Fait que c'est une grosse année pour M. Lang. Donc un excellent choix pour notre numéro 1. Je suis bien d'accord avec ça. Donc, ça conclut notre top 10 des jeux de société avec application Companion. On pourrait peut-être nommer des mentions spéciales ou des jeux qu'on n'a peut-être pas encore essayé, qu'on aimerait essayer là-dedans. Moi, j'ai joué au démo, au proto, en fait, de Destinies. Ouais, moi aussi, on l'essayait ensemble. Qui s'appelait Time of Legend avant.
mais qui ont dû enlever Time of Legend dû à des disputes avec les auteurs. Ouais. Bref, Destinies, ça va être très bon aussi. Je l'ai pas mis parce que j'ai juste joué le scénario de démo. Donc, je veux peut-être voir un peu plus où ce qu'ils s'en vont avec ça avant de l'inclure dans ce top 10 du genre. Mais ça va être un jeu à surveiller prochainement. Oui, parce qu'il y avait des petites choses qui étaient problématiques dans le démo, mais tenant compte que c'est un démo, Ouais, c'est c'est tout à ça. fait normal. Fait que c'est un jeu qui a une des très très belles promesses là, au niveau narratif de ce qu'il peut accomplir. Là. Ouais. Moi, il y a Mystery House, qui est quand même un bon jeu de ce type d'enquête, là, de escape room. C'est ce que je cherchais. Qui a une belle twist. Pas tant au niveau de l'application, parce que l'application va servir à analyser les indices et tout ça, mais au niveau de la boîte du jeu qui est particulière. Là, ta boîte, littéralement, tu vas glisser des cartes un peu partout, puis tu vas enlever les cartes au fur et à mesure que tu explores. Ouais. C'est comme si tu explorais physiquement la boîte, puis tu étais supporté par une application qui va confirmer ou infirmer les questionnements que tu as, puis les indices que tu trouves, tout ça. Moi, personnellement, il y a Beast of Balance et Forgotten Waters que j'aimerais beaucoup essayer. Forgotten Waters, il est sur une liste. J'attends de voir si éventuellement il y a une chance que ça sorte en français. Ouais, c'est pas sûr. Ouais. Mais sinon, je le prendrai en anglais éventuellement. Puis semble-t-il que c'est très bon. Je crois que c'est notre ami Steve qui a beaucoup aimé ça. Steve nous en a parlé, ouais. Ouais. Ouais, cool. Fait que si vous avez des jeux que vous aimez avec application, ben laissez-nous ça en commentaire. Dites-nous c'est quels vos favoris ou lesquels qu'on devrait essayer si on en a oublié aussi, évidemment. On les a pas tous joués encore. Donc, vous pouvez nous laisser ça en commentaire. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez aussi, vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon en nous faisant des petits dons. Donc, toujours apprécié. Et voilà, on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continue de gamer. Ciao, faites attention à vous.